l'actualité ce jeudi 14 janvier, l'installation de nouveaux ministres dans leurs fonctions respectives. Zéphirin Diabré de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Charlemagne Ouedraogo de la santé, Ouseni Tamboura de la communication et Victoria Kibora de la justice peuvent désormais se mettre au travail. Zéphirin Diabré, lui, ne perd pas de temps. Aussitôt installé, il s'est rendu cet après-midi dans les locaux du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. De nouvelles volontés et intelligences pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Journalistes, communicateurs et acteurs culturels veulent jouer leur partition. L'association SOS Terrorisme vient d'être créée avec pour ambition notamment d'aider à stopper le recrutement de jeunes par les groupes terroristes. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de votre fidélité. Journée marathon pour le secrétaire général du gouvernement, Stéphane Sanou, a procédé ce jeudi à l'installation d'une dizaine de ministres. Nos reporters ont pu suivre les cérémonies de passation de charges entre les ministres sortants et entrants de la santé, de la justice et de la communication. Benjamin Kwame nous fera tout à l'heure le compte-rendu. Mais en attendant, les coulisses de la cérémonie de passation de charges au ministère de la Justice, Kwame Hervé Dapa a chopé quelques images inédites pour nous. Les au revoir de René Bagoro à ses collaborateurs et les dernières minutes du désormais ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans ses bureaux. Suivez plutôt. René Bagoro, arpentant les allées du ministère de la Justice, un département qu'il a dirigé 5 années durant, sans interruption. À 1 heure environ de la passation de service avec son successeur ce 14 janvier, le désormais ex-garde des Sceaux a tenu à dire au revoir à ses collaborateurs avant de partir. Il passe dans chaque bureau. Salutations par-ci, rires et remerciements par-là. Vous avez été formidable, 5 ans d'accompagnement, je ne vais pas oublier. Quelques instructions aussi, sans doute les dernières. Des collaborateurs qui auront gardé une certaine image de leur patron. Un monsieur très humble, beaucoup travailleur. Voilà, c'est ce que nous retenons de lui. En tout cas, en termes de collaboration, il n'y avait pas de problème. Oh, il était un ministre qui comprenait tout le monde. Voilà. À tout moment, on peut le toucher. Vraiment, il n'y avait pas de barrière. Les barrières, elles étaient par contre très visibles entre René Bagoro et le corps des magistrats, avec lequel les relations étaient des plus exécrables. Interrogé sur la question, le syndicaliste qu'il a été en profite pour régler quand même quelques comptes. S'il y a des gens qui ont estimé que je devais, parce que je suis un ancien responsable syndical, me conduire dans le gouvernement comme un syndicat, c'est qu'ils n'ont rien compris de l'action gouvernementale. L'essentiel pour moi est que, quels que soient les soubresauts, les attaques, j'ai pu mener ma mission selon ma lettre de mission. Une mission officiellement terminée depuis le 30 décembre, date à laquelle le gouvernement a été dissous. Alors, pour une dernière fois, René Bagoro entre dans ses bureaux pour les derniers actes. Donc, je suis en train de relire pour la dernière fois mon discours de revoir et surtout de voir les pièces qui vont faire l'objet de la passation de service, parce que je dois quand même faire le point des dossiers en instance à mon successeur. Et donc, je suis en train de jeter un dernier coup d'œil pour me rassurer que tout est en ordre. Que tout soit en ordre, comme l'est le bureau soigneusement rangé. Pour ne pas vous cacher les choses, moi, ma table, j'avais déjà fait mes bagages quand même, ça fait à peu près 3 mois. Parce que j'avais pensé que le moment était venu pour moi de partir. Et au moment de partir, le magistrat qu'il est essaie de dresser la nuance entre sa profession et le job de ministre. Vous savez, quand on est magistrat, on décide, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On rend la décision à son âme et conscience. Quand on est ministre, on doit tenir compte de beaucoup d'intérêts qui convergent pour pouvoir gérer des situations. Et on doit rendre compte. Ah, bien sûr, on doit rendre compte parce qu'on est mandaté par des gens. Ce n'est pas le même monde. Une appréciation des choses que René Bagoro transmettra sans doute à son successeur, Victoria Ouedraogo Kibora, qui le rejoint. Les 2 serviteurs d'État vont passer plusieurs minutes à huis clos. Ensuite arrive le secrétaire général du gouvernement et l'ex-ministre des Droits humains. Nous sommes à une poignée de minutes de la passation des services. Il faut partir.
On en sait un peu plus sur les missions assignées à Zéphirin Diabré, premier à être installé ce matin par le secrétaire général du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, s'est prononcé sur les éventuels chantiers dans lesquels il devra s'investir. Rémi Lambert-Nébier. Depuis la création du ministère chargé de la réconciliation nationale dans le gouvernement d'Abiré II, que des questions suscitées sur les missions dévolues à ce département ministériel dirigé par Zéphirin Diabré. Installé ce 14 janvier, le tout nouveau ministre d'État commence à recadrer le débat. Il ne s'agit pas pour lui de s'appesantir uniquement sur des questions politiques. Aidez-nous à mettre dans la tête des Burkinabés que même s'il y a une dimension éminemment politique, parce que notre pays a connu des épisodes de vie politique qui ont créé des situations qui appellent aussi à la réconciliation, de grâce, aidez-nous à convaincre les Burkinabés que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agira pas de faire des arrangements entre nous. Il s'agit au contraire de nous atteler à regarder comment notre pays, du fond de sa société, a évolué et quelles sont les déchirures qui sont apparues et qui nécessitent qu'on se remette ensemble. Et vous les connaissez parce que vous les vivez. Nous avons, par exemple, plus d'1 million de Burkinabés qui sont déplacés, qui ont peut-être le sentiment, souffrant dans les camps, pendant que les autres mènent une vie paisible et même à la limite insouciante, qu'eux ne sont plus des Burkinabés comme les autres. C'est un problème de réconciliation nationale. On a des groupes, alors j'utilise le mot ethnique, mais au sens noble du terme, qui, à la faveur de la crise sécuritaire, pour des raisons allant dans un sens ou dans l'autre, ont parfois le sentiment qu'ils sont stigmatisés, rejetés. C'est une question de réconciliation nationale. On a dans notre société des pratiques ou des phénomènes, je prends par exemple la question des femmes accusées de sorcellerie que l'on met en exil dans leur propre pays, qui ne sont plus membres de la société. C'est une question de réconciliation nationale. On a des conflits qui touchent à ce que nous avions d'essentiel, qui est notre tradition et notre coutume. Quand, par exemple, autour de la chefferie coutumière, qui est le pilier et le socle de notre existence en tant que Burkinabé, on a aujourd'hui des déchirures qui se répètent forcément dans le vivre ensemble. Ce sont des questions de réconciliation nationale. Vous voyez que de tout ça, là, je ne parle pas de querelles entre politiciens, et je répète 1000 fois cette affaire-là. Il ne s'agit pas d'une opération pour permettre à des politiciens de s'entendre sur le dos de qui que ce soit. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais regardons la face cachée de l'iceberg, là. Nous sommes une nation qui est en train de se déliter sous plusieurs aspects et sous plusieurs angles. C'est là que la question de la réconciliation et de la cohésion se pose de manière vraiment beaucoup plus poignante. Tout en soulignant la noblesse de la mission à lui confier, l'ex-chef de file de l'opposition burkinabé dit également mesurer sa délicatesse. C'est le genre de mission où il n'est pas possible, ni même envisageable d'échouer. Sinon, ça voudrait dire que le Burkina Faso a échoué et que Dieu nous en garde. Zéphirin Diabré, lors de son allocution d'installation, a donc invité l'ensemble des Burkinabés à s'investir pleinement dans les chantiers de la réconciliation et de la cohésion sociale qui seront engagés. Aussitôt installé, Zéphirin Diabré enfile ses armures pour s'attaquer aux maux qui fragilisent le vivre ensemble au Burkina Faso. Première sortie officielle cet après-midi et tout un symbole. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale était au siège du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés né suite au massacre de Yirgou en janvier 2019. Archimède Boy. C'est sa première action officielle depuis sa nomination au poste de ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. Zéphirin Diabré, dans les locaux du CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Contrairement à ce que certains veulent croire, les questions de réconciliation et de cohésion sociale, nous n'allons pas les aborder uniquement sur l'angle politico-politicien. Certes, l'angle politique est très très important, mais d'autres questions non moins importantes, sinon très importantes ou même plus importantes sont là. Nous abordons ces questions-là en regardant toutes les formes de déchirure qui peuvent mettre en péril l'unité de notre nation. Et la question de la stigmatisation ou des discriminations sont des paramètres qui sont très dangereux et qui agissent contre la cohésion sociale. Le CISC saisit cette occasion pour exposer au ministre d'État sa vision de la réconciliation nationale, mais aussi ses attentes sur le dossier des assassinats de Yirgou.
Parce que la question de la Yirgou n'interpelle pas seulement la justice, ça interpelle tous les Burkinabés, ça interpelle toutes les institutions de la République. Il nous a promis de définir dans les jours à venir le cadre qui va encadrer cette démarche de réconciliation. Et il a dit également que tous les Burkinabés seront impliqués de différents bords et qu'on doit être prêt à soumettre notre avis et que le principe du débat contradictoire puisse dégager la lumière pour unir les Burkinabés. Zéphirin Diabré annonce bientôt une série de rencontres avec d'autres acteurs en vue de tracer les sillons de la réconciliation nationale. Ils ne veulent plus se contenter de relayer les informations liées au terrorisme. Journalistes et communicateurs veulent participer activement à la lutte contre ce fléau au Burkina Faso. Avec des acteurs culturels, ils ont décidé de formaliser leurs actions. L'association SOS Terrorisme est donc née pour sensibiliser à la tolérance religieuse et ethnique et à mettre un frein à l'enrôlement des jeunes par les groupes terroristes. Justin Amontou. Pour que la lutte contre le terrorisme soit efficace au Burkina Faso, il faut trouver les moyens de stopper l'enrôlement des jeunes aux côtés des terroristes. Nouvellement créée, l'association SOS Terrorisme Burkina Faso, face à la presse ce 14 janvier, souligne son engagement à tout mettre en œuvre pour renforcer cette lutte contre le terrorisme dans le pays. On ne vient pas à bout de ce fléau uniquement par les armes. La meilleure stratégie de lutte contre le terrorisme de nos jours consiste à détruire sa base idéologique qui constitue sa force, son opium, pour endoctriner et pour enrôler ses militants. Cette association, composée entre autres de communicateurs, de journalistes et d'acteurs culturels, prévoit dans son plan d'action des caravanes de sensibilisation sur la tolérance religieuse et ethnique. Il faut un message de tolérance, un message renforcé sur le vivre ensemble et aimer ce pays-là. Parce que tout simplement, on a le droit de lutter contre le terroriste car ils sont en train de fragiliser notre vivre ensemble. Selon les estimations de Human Rights Watch, la crise sécuritaire, c'est environ 1000 morts, 1 million de déplacés internes, avec plus de 2500 écoles fermées, bloquant l'accès à l'éducation à environ 400 000 élèves au Burkina Faso. Et parce que l'éducation ne peut attendre, l'ONG américaine Education Cannot Wait, comme son nom l'indique, soutient le Burkina Faso dans ses efforts d'offrir un accès équitable à l'éducation à tous ses enfants. 20 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA, ont été octroyés au ministère en charge de l'éducation nationale, un financement qui devra permettre à plus de 800 000 enfants d'aller à l'école. Justin Amontou. Cette présence de la représentante de Education Cannot Wait aux côtés du ministre en charge de l'éducation nationale Stanislas Ouaro est une occasion pour le ministère d'échanger avec cette organisation américaine sur les défis à relever ainsi que le programme d'éducation pluriannuel 2021-2023 en phase de lancement. And right now, Burkina Faso needs our solidarity. Présentement, le Burkina Faso a besoin de solidarité, de ressources pour protéger le pays et sa génération future. Notre engagement est que nous ne resterons pas silencieux jusqu'à ce que tous les enfants du Burkina Faso aient droit à l'école et à une éducation de qualité. Assurer l'accès à l'éducation à plus de 800 000 enfants touchés par la crise sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso est l'objectif visé par le programme. Pour le moment, le programme concerne la région du Nord et du Centre-Est. Le CDOV finance donc un certain nombre d'activités pour le système éducatif à travers un certain nombre de partenaires. Nous avons élaboré ensemble donc un projet pluriannuel que nous allons lancer demain, d'un montant d'un peu plus de 11 millions de dollars. Mais avant cela, Education Cannot Wait a financé donc des partenaires de mise en œuvre des stratégies de résilience de notre système face aux différentes crises que nous connaissons à hauteur d'un peu plus de 9 millions. Donc nous sommes à autour de 20 millions de dollars, un peu plus de 20 millions de dollars de financement. Et donc, c'est un partenaire privilégié. L'UNICEF et l'Enfant du Monde sont les deux structures retenues pour la mise en œuvre de ce nouveau projet pluriannuel avec la collaboration des partenaires des Nations Unies et la société civile. Benjamin Kwame est prêt avec son élément sur l'installation des nouveaux ministres ce matin. Je vous invite à suivre le reportage.
Le professeur Charlemagne Ouedraogo reçoit des mains du secrétaire du gouvernement sa lettre de prise de fonction. Charlemagne Ouedraogo est ainsi installé officiellement comme ministre de la Santé. Il remplace le professeur Claudine Louguet. Le département de la désormais ministre de la Santé, qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Beaucoup a été fait, mais il y a aussi eu des échecs. Tout en s'excusant pour ses insuffisances, elle invite son successeur à consolider les acquis de son département. Humblement demander pardon à tout ce que j'ai pu dans l'exercice de mes fonctions offensées. Je me suis fait l'honneur de faire un mémorandum au professeur Charlemagne Ouedraogo qui peut lui servir de boussole, parce que pas de boussole pour continuer ce que nous avons fait, mais peut-être pour améliorer, comme lui-même il le dit. Nous avons fait des choses, nous avons fait des erreurs, à lui de prendre et d'améliorer. Mais je pense qu'il était honnête de notre part de lui dire voilà où nous nous sommes rendus, voilà ce que nous pensions faire, et à lui de faire ce qu'il devait faire. Novice dans l'équipe gouvernementale, le nouveau ministre de la Santé dit compter sur celle qu'il appelle maître pour poursuivre et gérer valablement les dossiers brûlants restés en stand-by, comme la gestion du Covid-19 ou encore la question sur la fonction publique hospitalière. Je voudrais ici et maintenant lui demander de rester à ma disposition, car elle a une expérience gouvernementale que je n'ai pas. Je souhaiterais vivement que pour consolider les acquis, elle puisse rester mon conseiller, qu'elle puisse guider mes pas afin que je puisse consolider ces acquis et voir là où il faut améliorer. Charlemagne Ouedraogo place son mandat sous le signe de la solidarité et de la cohésion sociale. C'est pourquoi il demande déjà à ses collaborateurs d'éviter de former des clans tout en privilégiant l'intérêt général pour lequel ils ont tous été appelés. Ici, à la cité administrative, dans cet immeuble, Ousseini Tamboura occupera désormais le bureau de Fulgence Dandjinou. Le secrétaire du gouvernement procède au même exercice en installant celui qui va gérer aussi la communication du gouvernement. Avant de partir, il est à noter plusieurs actions positives à mettre à l'actif du ministre sortant, qui ne manque pas d'ailleurs de le souligner. Nous avons réussi à mettre en œuvre la TNT et engager des mutations qui, je suis certain, au niveau des EPE, au niveau du SIC, pourront raisonnablement améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs. Donc je pense qu'il reste des chantiers à mettre en œuvre et j'ai foi que le ministre Tamboura aura la dynamique nécessaire afin que justement, par rapport à l'aide de mission qui lui sera donnée, ces chantiers-là puissent connaître une accélération. La communication pour le développement, un défi aussi prioritaire pour le nouveau ministre. Pour le reste des chantiers, Ousseini Tamboura compte s'appuyer aussi sur les actions déjà entreprises. Au revoir donc, cher Rémi, avec le vœu que vous serez encore disposé à nous aider. Je voudrais rassurer que j'accomplirai ma mission dans un esprit de poursuite des chantiers, ouvert donc par mes prédécesseurs, particulièrement mon prédécesseur Rémi, je peux aussi t'appeler ainsi, et particulièrement la recherche de l'amélioration des chantiers qui concernent l'amélioration de la condition de vie et de travail des acteurs du secteur. Ousseini Tamboura se dit déjà prêt, ouvert et disponible à discuter et échanger avec tous les acteurs sociaux pour une issue favorable sur toutes les questions qui n'ont pas pu trouver réponse avec son prédécesseur. À la justice, le ministre René Bagoro fait la passe à Victoria Ouedraogo Kibora. Mais avant, il évoque quelques actions bénéfiques pour son département que Victoria Ouedraogo pourra poursuivre. Plusieurs actions ont été menées sur la période 2016-2020. Les résultats atteints sont entre autres l'augmentation progressive du nombre de tribunaux et cours d'appel. Elle s'est manifestée par la construction et l'ouverture du tribunal de grande instance de Coupéla en 2016, faisant passer le rayon moyen d'accès à un tribunal de grande instance de 60,3 km à 59 km. À son tour, Victoria Ouedraogo rassure qu'avec son expérience personnelle, tout sera mis en œuvre pour le rayonnement de la justice burkinabé. Je voudrais renouveler ma reconnaissance et mon remerciement et compter sur chacun pour que le secteur de la justice et les droits humains puissent, dans une attitude voulue constamment positive, apporter leur contribution au renforcement de la démocratie dans notre pays et au rayonnement de la justice. Charlemagne Ouedraogo, Ousseini Tamboura et Victoria Ouedraogo Kibora sont désormais attendus au palais de Kosiam.
Allons maintenant à la rencontre de l'homme de l'année 2020 selon l'économiste du Faso. Le journal économique de référence au Burkina Faso a couronné le PDG de Coris Bank International. Mais qu'est-ce qui a prévalu au choix de Idrissa Nassa? La réponse avec Rémi Lambert-Nibier. Il ne compte pas moins d'une dizaine de trophées dans son placard. Des distinctions à lui décerner ou à son entreprise. Les plus récentes sont Banque régionale de l'Afrique de l'Ouest, décernée en août 2020 lors des trophées African Banker Awards. En septembre, Coris Bank International est sacré par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, banque partenaire à la croissance la plus rapide en Afrique. Et en mi-décembre, c'est au tour des Financial Africa Awards de le couronner PDG de l'année. Sa toute dernière distinction, il ne l'a pas dans un placard, mais à la une d'un journal, l'économiste du Faso. Cet hebdomadaire désigne dans son tout premier numéro de l'année 2021 Idrissa Nassa, PCA du groupe Coris, l'homme de l'année 2020 au Burkina Faso. Pour nous, M. Nassa représente le patron, je ne dirais pas le patron idéal, mais c'est ce pourquoi on voudrait que tous les autres patrons d'entreprise tendent vers. Développer la compétence locale, rapporter de la richesse au niveau local et se développer au plan régional et international. Il y a la visibilité aussi de la figure de proue de cette institution qui est quand même omniprésente et ça fait que ça dégage une certaine image du Burkina aussi à l'extérieur. Manager chevronné, ambitieux et plein de charisme, son sens du patriotisme et même du panafricanisme au cours d'une année 2020 économiquement éprouvante mérite d'être reconnu selon la rédaction de l'économiste du Faso. Toute l'année 2020, avec la Covid-19, M. Nassa, en tête de Coris Bank International, a œuvré beaucoup pour refinancer les PME à travers les bons Covid-19. Donc c'était un argument aussi qui a pesé dans la balance. Nous sommes le seul groupe bancaire dont les capitaux sont originaires de l'UEMOA, entièrement. Donc à ce titre, lorsque ce programme de bons Covid ont été lancés, quoi de plus normal que nous soyons au premier rang pour accompagner donc les États. Pour la première série qui était de l'ordre de 1200 milliards, nous avons pris à peu près 30%. Et notre groupe seul a souscrit pour près de 30%. Il y a eu 3 autres opérations et dans certaines opérations, nous sommes allés jusqu'à 60%. Nous sommes allés jusqu'à 60% pour permettre la réussite des opérations. Et au 31 décembre, l'ensemble de nos filiales dans tous les pays, nous avons soutenu l'économie sous-régionale pour un volume global de plus de 1900 milliards de francs CFA. Dans le milieu bancaire, cela équivaut à une prise de risque où il fallait du courage, surtout que les retombées n'étaient mesurables que bien plus tard. Je pense que c'est quelqu'un qui est persévérant dans l'effort. Et il prend des risques que beaucoup ne prendraient pas. Il nous appartient, nous, de prendre les risques, des risques naturellement bien calculés. Mais il est important que nous agissons et que nous n'hésitons pas et que nous relevons nos ambitions, nous relevons le niveau de nos ambitions pour permettre à notre continent d'avancer. C'est très bon pour accompagner les entreprises qui veulent s'exporter. Les gros entrepreneurs qui ont des chantiers, par exemple BTP à l'extérieur, sont souvent soutenus par cette entreprise. Très engagé dans le soutien des startups et des initiatives de promotion de l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse, être désigné homme de l'année 2020 est tout simplement une reconnaissance à sa juste valeur et prise comme telle par Idrissa Nassa. Ce n'est pas comme certains prix où voilà, il faut déposer un dossier, il faut compétir ou il faut payer ou quelque chose, quoi que ce soit. C'est vraiment des structures qui fonctionnent sur la base de leur observation, de leur appréciation des actions des acteurs économiques et qui décernent leur reconnaissance en fonction de ce que les gens font. Et ça, c'est très salutaire et je tiens vraiment à les féliciter pour cela. Moi, j'ai découvert donc cette nomination de l'homme de l'année sur les réseaux sociaux et j'étais très surpris. Homme de l'année 2020, une distinction bien personnelle certes, mais pour Idrissa Nassa, elle n'est que la somme du travail de près de 3000 collaborateurs répartis dans 8 pays de la sous-région où le groupe Coris est représenté. Une distinction de l'économiste du Faso qui invite à maintenir le cap de première banque du Burkina, détenue depuis 2019.
Ce n'est pas parce qu'on marche seul qu'on est perdu. Quand on a une vision claire de ses objectifs, quand on sait exactement quoi faire pour les atteindre, on ne perd pas son chemin, on ne perd pas son temps en chemin avec des gens qui bien souvent ne savent pas ce qu'ils veulent. Peu importe d'où vous venez et ce par quoi vous êtes passé, seul ou accompagné, vous n'arriverez à destination que si vous savez où vous allez. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain, j'espère.